Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'Alec Lyon. Bonjour et bienvenue dans l'Instant Climat avec aujourd'hui une émission consacrée à la transition écologique en milieu professionnel. Dans cet épisode, nous allons explorer les défis et les dilemmes auxquels sont confrontés beaucoup de salariés d'entreprises ou de grandes associations et d'institutions publiques lorsqu'ils essaient de placer la transition écologique au cœur de leur travail. Nous nous interrogerons également sur l'alignement des valeurs personnelles avec les actions de l'employeur ainsi que sur l'impact individuel dans une structure donnée. Car même si les employeurs parlent du sujet, chacun ne s'y retrouve pas toujours à hauteur de ses valeurs personnelles. Et il arrive de se poser la question, est-ce que j'essaie de faire bouger mon entreprise ou dois-je la quitter pour agir ? Et pour aborder ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir deux invités engagés dans la transition écologique au sein du monde de l'entreprise. Isabelle Huynh. Bonjour Isabelle. Bonjour. Tu es cofondatrice de l'Institut Transition, un organisme de formation professionnelle engagé auprès des personnes et des structures qui mènent ou qui souhaitent mener la transition écologique et solidaire dans la région lyonnaise et au-delà. Et Chloé Spitz. Bonjour. Bonjour Chloé. Donc toi, tu es chargée de mission sensibilisation et accompagnement à l'Alec Lyon et tu pilotes entre autres le dispositif Bureau à énergie positive dont tu nous parleras et dans lequel tu animes des équipes de salariés volontaires pour co-construire des plans de sobriété énergétique adaptés à leur site de travail. Donc bonjour à toutes les deux à nouveau et merci d'avoir répondu à notre invitation. Place aux présentations. Je commence par Isabelle. Allez, ça marche. Donc je m'appelle Isabelle Huynh. Pour vous parler de mon parcours, à la base, donc je suis ingénieure mécanique. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'étais pas du tout engagée sur le sujet écologique. J'étais pas plus que ça sensibilisée à ce sujet, on va dire. Et j'ai eu un début de carrière en tant qu'ingénieur conception de produits pour des machines à café en capsule. Qu'on ne citera pas. Voilà, qu'on ne citera pas, mais que vous avez certainement déjà vu. Ouais. Et c'est là, moi, où j'ai vraiment eu mes déclics. Donc, c'est beaucoup mes collègues de boulot, on va dire, qui étaient... Alors, c'est assez rare, mais j'étais très entourée de collègues qui étaient engagés sur des sujets écologiques et sociaux. Et c'est au suite de discussions où moi, ça m'a créé énormément de déclics. Mais par contre, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ce PC à concevoir des produits clairement pas à impact positif. Et sauf qu'à l'époque, on était confronté à cette question, d'un côté, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en tant qu'ingénieur ? Quand tu dis époque, c'est alors, combien d'années à peu près ? Ça va faire 7 ans environ, 7 ans. Et c'était vraiment, voilà, le manque de perspective qu'on avait à cette époque, et de se dire, d'un côté, nous, on est ingénieurs, on est censé faire ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Et donc, il y avait vraiment ce décalage entre nos discussions, entre midi et 2, et pouf, 14h, on revient derrière notre PC et on fait comme si de rien n'était. Ouais. Et donc, on va dire, le refus de ce constat, c'est beaucoup ce qui a expliqué les différents projets que j'ai conduits par la suite. Le premier étant la clavette. Donc, avec la clavette, l'idée, c'était vraiment de répondre à qu'est-ce qu'on peut faire si on veut concevoir de manière responsable. Et ça m'a amené, du coup, par le biais de vidéos documentaires que je concevais, à aller rencontrer énormément de porteurs de projets, alors que ça soit en Europe, je suis aussi allée en Asie, en Amérique latine. Ça m'intéressait de voir, d'aller dans des pays d'où on n'attend pas que ça soit en Birmanie ou au Myanmar qu'on trouve de l'inspiration, et pourtant c'est un des projets de plus grosse ampleur que j'ai pu pour voir ce qui se fait, prendre des idées, comparer. Exactement. Ouais. J'avais vraiment ce sentiment de se dire, j'ai l'impression qu'en France on tourne un peu en rond autour de ce sujet de comment avoir des entreprises responsables. Peut-être que dans d'autres cultures, avec d'autres histoires, d'autres modes de pensée, on va pouvoir s'inspirer. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de questions qui sont un peu les mêmes partout, des cultures, des contextes qui sont différents, mais des pistes de solutions qui peuvent se rapprocher, et en tout cas, plein de pistes d'inspiration. Ça m'a amené à revenir en France, aussi ayant pris conscience de l'impact carbone de l'avion, ça m'a aussi ramené en France, et avec la volonté de se dire où est-ce qu'on peut faire résonner ces sujets. Donc, alors déjà en école d'ingénieur, où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à l'époque. À cette époque, on n'en parlait pas tant. C'était juste avant Greta Thunberg. Voilà, c'était quand même un sujet où il fallait encore justifier qu'on parle climat, qu'on parle écologie en école d'ingénieur. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais finalement, c'est quand même assez récent. J'ai vraiment pu observer le virage qui s'est fait très rapidement. Alors, pour la peine, il faut quand même avouer que de nos jours, je vois pas une seule école d'ingénieur qui se permettrait de ne pas parler de ça. Ouais. Maintenant, la question est plus comment on en parle
plutôt que est-ce qu'il faut en parler, si on veut. Tout à fait. Justement, on va en parler. Ça tombe bien. Après, le deuxième public, c'était plutôt auprès des entreprises. Donc, essayer de parler de ce sujet, ça m'a amené à parler un peu dans des entreprises où on a une forte concentration d'ingénieurs, que ce soit conception automobile, aviation, des choses comme ça, conception de produits grand public aussi. Et c'est là où j'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui essayent de faire bouger les lignes. En général, les personnes qui me faisaient venir pour une conférence ou pour un peu de conseils, c'est des personnes qui essayent de faire bouger en interne, qui sont un peu bouchées en termes de levier, influence qu'elles peuvent avoir, et du coup qui vont demander un peu de renfort. D'accord. Et enfin, le dernier public auquel je m'attelle, c'est ce qu'on a monté avec l'Institut Transition. Ça veut dire qu'avec l'Institut, moi j'avais ce constat d'être souvent contactée par des ingénieurs qui me disaient moi avec ce que vous montrez à la clavette, ça m'inspire, j'ai envie de travailler dans la transition, j'ai envie d'un métier plus écologique, plus solidaire. Je commence comment? Je vais où? Qu'est-ce que je fais? Et souvent c'était des personnes compétentes, avec des volontés fortes, mais on se disait il manque quelque chose pour que cette personne puisse s'insérer facilement dans le milieu de la transition. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on a créé l'Institut Transition pour vraiment aider ces personnes avec un programme d'1 an à pouvoir s'insérer dans le milieu de la transition écologique et solidaire. Okay. Et maintenant on a aussi développé des formations pour des structures de la transition qui sont déjà dans le secteur de la transition mais qui cherchent à grandir parce qu'elles sont confrontées à plein de difficultés à la fois identiques à celles de structures classiques et à la fois très propre à une structure de la transition. D'accord. Merci. Chloé, à ton tour. Eh bien, moi, j'ai commencé mes études par un parcours de sociologie. Et comme j'ai voulu justement intégrer cette thématique environnementale, c'est ce qui m'a amené à me diriger plutôt vers un master en politique urbaine, puisque la question de l'urbanisme est assez ouverte finalement aux différentes formations initiales. Et c'est sous l'angle des politiques urbaines que je suis rentrée par la petite porte de la LEC il y a donc 13 ans, initialement sur l'accompagnement des politiques climat-énergie dans les communes de la métropole de Lyon, ce que j'ai continué à faire pas mal d'années, et en même temps c'est comme ça que je me suis formée aux thématiques de la sobriété énergétique, de l'accompagnement au changement de comportement, à la fois auprès des particuliers en animant le dispositif Déclic, qui est un concours d'économie d'énergie entre particuliers qu'on anime toujours depuis 2010. Et puis maintenant, j'ai repris donc depuis 2021 le dispositif Bureau à énergie positive, qui est là vraiment dans notre sujet du jour. D'accord, bon, on va en reparler justement. Alors aujourd'hui, quand on est salarié, à la base, je dirais, on doit répondre aux objectifs fixés par son patron, son employeur. Mais lorsque ces objectifs ne correspondent pas à ses propres valeurs personnelles, ses convictions, notamment celles liées à la transition écologique, on peut être amené à envisager, donc c'est ce qu'on disait, de quitter son emploi pour rejoindre une entreprise ou une organisation plus alignée avec ses valeurs. Bon, j'imagine que c'est pas si simple. Isabelle, tu nous parlais de ton parcours. Est-ce que ça peut dépendre, notamment, du rôle qu'on a au sein de sa structure et de l'ampleur des changements nécessaires pour une transition écologique, justement, ou des opportunités disponibles, parce que, en gros, quels sont les facteurs qui entrent en jeu, justement, dans cette décision? Est-ce que ça peut paraître, j'imagine, des fois insurmontable, t'en parles un petit peu, parfois, mais il y a déjà des prédispositions dans l'entreprise qui disent, tiens, justement, il manque peut-être plus que le petit déclic. Isabelle? Alors, nous, on a une grille de lecture qu'on aime bien partager aux personnes qui se posent cette question, parce que souvent, elles sont un peu dans le brouillard. Déjà, on aime bien leur dire, première question, est-ce que ton entreprise fait sens dans la transition? C'est-à-dire que dans un monde qui aura transitionné, malgré tout, il y a des entreprises qui vont continuer d'exister. On aura toujours besoin d'entreprises qui vont faire des modes de transport, qui vont faire des voitures, d'entreprises qui vont transporter de l'énergie, des choses comme ça. Donc, des activités qui, oui, sont polluantes, mais qui malheureusement vont être nécessaires. Donc la question est de comment mieux faire, on va dire, plutôt que de on coupe totalement ce secteur. Après, à côté de ça, on a des entreprises qui sont vraiment des entreprises que j'appelle gadgets. Ça va être, alors on en croise énormément dans les milieux de la tech, mais ça va être le produit gadget où on se dit on peut très bien se passer de ce produit, le monde tournera très bien et ça ira pour le mieux, il n'y a pas de souci. C'est une réflexion par rapport aux besoins finalement du produit. Tout à fait, c'est toujours une question assez centrale quand on parle de transition, la question de qu'est-ce qu'on considère nécessaire ou pas, et qui est une question très personnelle.
On a posé cette question plein de fois. Forcément, on voit des réponses très différentes. On voit que durant le Covid, la question de qu'est-ce qui est nécessaire et ce à quoi on doit avoir droit est quand même assez différente d'une personne à une autre. Et donc, première question, voilà, est-ce que son entreprise fait sens dans la transition ? Si oui, deuxième question, est-ce que cette entreprise a la capacité de bouger pour plein de choses ? Est-ce que la souplesse d'entreprise, est-ce que c'est une entreprise qui est assez agile pour pouvoir pivoter ? Les modes de management qu'on peut y trouver. Donc, il y a plein de signes où, en général, quand on pose cette question, il y a des personnes qui vont nous dire « Oui, je pense que quand même, là, je vois des signaux faibles, il y a des choses, et on a déjà eu différents changements, par exemple, je sais pas, une révolution digitale qui nous a permis on s'est adapté. » Et à côté de ça, il y en a qui vraiment vont vous dire « Non, non, pas du tout, clairement, on voit que tout ce qu'on essaye de mettre en place, ça tombe toujours à l'eau. » Bon, là, d'une certaine manière, autant pas s'épuiser et aller mettre son énergie ailleurs. C'est dans ces cas-là qu'il faut peut-être mieux partir, quoi, pour ceux qui sont vraiment pas... Voilà, et partir la tête tranquille, on va dire. C'est surtout ça, c'est de se dire, en fait, si vous avez essayé de faire bouger quelque chose qui bouge pas un menhir, au bout d'un moment, c'est pas votre faute si vous n'arrivez pas à bouger un menhir. Oui, c'est important, ça. Donc, quelque part, on essaye, et si on se rend compte que de toute façon, l'énergie est vouée à être épuisée, justement, ou épuisante, autant rapidement je donne souvent cette se anecdote. Mettre à l'idée qu'il vaut peut-être mieux aller travailler ailleurs et donner son énergie dans une autre structure. Pour avoir vu des amis, moi j'ai une amie proche qui était dans une entreprise de maquillage luxe et qui a vraiment essayé de faire bouger les choses jusqu'à en arriver à un burn-out. Et en fait, au moment de son dernier rendez-vous RH, je me souviens que les personnes lui ont dit d'un côté, je crois qu'on ne s'est pas compris sur qu'est-ce qu'il était possible de faire chez nous, d'une certaine manière. Alors qu'elle avait été désignée sur des missions green, si on veut. Je mets les guillemets. Et donc voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de cramer toutes ces personnes qui ont envie de faire bouger les choses. Nous, c'est ce qu'on voit à l'Institut, on les récupère un peu à la petite cuillère. Parce que c'est vraiment, ça ébranle des personnes d'essayer de faire bouger des choses quand c'est pas possible. Et enfin, la troisième question qu'on se dit, donc première question, est-ce que c'est une entreprise qui fait sens dans la transition ? Deuxième question, est-ce que c'est une entreprise qui est capable de bouger ? Troisième question, est-ce que nous, on a envie d'être cette personne ? Peut-être qu'on se dit, un jour cette boîte bougera, je sens que je suis pas la bonne personne, j'ai pas envie d'être la personne qui fait cet effort-là, c'est pas ma guerre d'une certaine manière. Dans ce cas-là, on part et on va mettre son énergie autre part aussi. Mais ce qui fait qu'il y a tout autre... on peut très bien aussi répondre, non, en effet, c'est une entreprise qui fait sens, ou se dire c'est une entreprise qui peut bouger, j'y crois encore, j'y suis attachée, ça fait 15 ans que j'y suis, j'ai de l'influence, je reste, par exemple. D'accord. Chloé, toi, dans le cadre de ton travail, tu côtoies des salariés d'entreprise, donc, qui sont réunis en équipe, qui ne sont pas tout seuls, justement, c'est peut-être l'intérêt de l'union fait la force, comme on dit. Donc, le but du dispositif Bureau Énergie Positive, c'est que ces salariés agissent concrètement pour les économies d'énergie et d'eau sur leur site de travail. Tu peux nous expliquer un peu la démarche Bureau Énergie Positive et nous dire si c'est compliqué ou pas trop dur d'entraîner une démarche collective comme ça quand l'initiative vient des salariés ? Alors, dans le projet de Bureau Énergie Positive, donc ça, on l'a créé avant l'hiver 2022. Donc, ça fait déjà depuis 2016 qu'on a monté cette démarche. Et donc, il y a aussi un enjeu, justement, de faire ensemble, de créer des équipes de volontaires et quelque part de se dire, l'enjeu de l'énergie, en fait, quand on occupe un bâtiment, ça nous concerne forcément en termes de confort. Et puis, souvent, on a la main sur un tas d'éléments, que ce soit... bien sûr notre poste de travail ou même souvent quand même sur les éléments de régulation du chauffage, de la climatisation, etc. Donc c'est un peu dommage que les décisions qui soient prises en termes de fonctionnement d'un site, quelle température on va régler sur un endroit, etc., que tout soit piloté à distance ou par des têtes pensantes qui vont imaginer le mode de fonctionnement idéal qui en fait ne correspond pas en plus aux besoins des occupants. Et nous, on croit qu'il faut vraiment faire confiance aux occupants des bâtiments aussi pour décider de comment on peut gérer ça, qu'est-ce qui est pertinent de choisir. Et aussi, pour impliquer plus largement les salariés sur un site, c'est toujours mieux si ça part de collègues que quand c'est des démarches purement descendantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça s'est avéré d'autant plus important, je trouve, aujourd'hui, dans le sens où maintenant... les entreprises, les collectivités ont un peu toutes lancé leur plan de sobriété suite à la crise qu'il y a eu sur l'hiver dernier, ce qui est très bien.
mais avec des fois le défaut de l'urgence, c'est-à-dire que du coup on décide rapidement, voilà, en petit comité, et on n'associe pas justement les usagers. Donc je pense que c'est bien de remettre aussi des démarches bureau énergie positive en parallèle pour qu'il y ait les deux. Bien sûr, des fois on a besoin de pouvoir agir vite, il y a des contextes, voilà, on ne peut pas reprocher ça, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas oublier non plus de construire avec les occupants. Et voilà, après, chaque site a son histoire un peu particulière. Oui, c'est ça, parce que j'allais te poser la question dans les prérequis, justement, pour engager ce type de démarche. J'ai bien compris qu'il faut donc des volontaires parmi les salariés. Est-ce qu'il est peut-être obligatoire ou plus avantageux d'avoir une présence de la hiérarchie parmi ces volontaires? Ce qui est très important, que j'ai pas encore dit, c'est que quand même quand on lance une démarche, ça part pas seulement des salariés. La démarche, le fait qu'on lance un accompagnement bureau à énergie positive, il a déjà été validé quand même par une instance hiérarchique suffisamment élevée pour pouvoir engager des financements et se lancer dans une démarche. Matin, voilà. Après, selon la taille de l'entreprise, c'est peut-être pas le big boss, mais en tout cas, il y a un directeur de quelque chose qui a validé effectivement le lancement de la démarche. Donc ça, c'est très important. C'est pas non plus de mobiliser les salariés pour qu'à la fin, ça n'ait pas de conséquences et que dès qu'ils veulent ensuite enclencher une action concrète, ils soient freinés par des tas d'éléments. Il y a besoin d'être soutenus par la hiérarchie. Et là-dessus, on s'appuie aussi beaucoup sur des études qui ont été réalisées, notamment l'étude transfert, qui a été réalisée pour le compte de l'ADEME, entre autres par Gaëtan Brispierre, qui montre d'abord que les salariés ont envie de s'impliquer et qui s'impliquent déjà, souvent à titre individuel. Et donc 86% des Français se considèrent transféreurs. Ça veut dire qu'ils intègrent soit une pratique écologique de leur domicile dans leur milieu de travail ou l'inverse. Donc il y a déjà ces passerelles qui se font. Des fois, j'imagine que c'est sûrement arrivé, où des équipes de salariés t'ont fait des retours, comme quoi d'autres collègues rigolaient doucement parce qu'ils voient juste l'aspect financier en disant de toute façon, qu'on éteigne, qu'on allume, qu'on chauffe, c'est pas nous qui payons la facture. On a encore ce discours, enfin on l'entend encore Bien sûr, mais bien sûr, il y aura toujours des réfractaires et puis on voit bien que c'est une transition, donc tout le monde n'est pas encore dans le mouvement. Là, l'idée, c'est de se dire, on part avec ceux qui ont envie d'agir, et en fait, il y a plein de gens qui ont envie d'agir. Ce qui a fait remonter l'étude transfert, c'est justement le fait qu'ils ont besoin d'un groupe support pour aller plus loin, donc se sentir moins seul, un moteur, quoi. Et d'être soutenu par la hiérarchie. C'est les deux points qui sont importants pour lancer cette démarche. Donc nous, ça fait vraiment partie de nos prérequis, c'est-à-dire que la démarche, elle est soutenue par la hiérarchie. C'est important pour que ça puisse se décliner. Idéalement, on a des managers qui sont dans l'équipe. Alors après, ça dépend de chaque taille d'équipe initiale, de configuration d'entreprise, etc. Mais quand même qu'il y ait des éléments plutôt un peu dans le management qui soient intégrés dans l'équipe. C'est un prérequis. Et puis quand même, malgré tout, qu'ils soient volontaires. Pour autant, ça vient d'eux et c'est une équipe de volontaires. C'est les deux points clés qu'on disait un peu tout à l'heure. Et c'est sur le temps de travail également. Ça, c'est un autre point important à préciser. C'est pas parce qu'on a une conviction environnementale que c'est un hobby qu'on doit faire sur la pause déjeuner, justement. C'est bien l'idée que ce soit intégré. Ça reste au bénéfice de l'employeur, que le site soit bien géré en matière de consommation d'eau et d'énergie, surtout quand on voit l'augmentation des factures actuelles. Donc voilà, évidemment... Donc un groupe de salariés motivés volontaires, une équipe, le soutien de la hiérarchie. Isabelle, enfin j'imagine tu confirmes un petit peu dans tes expériences. Mais alors, je pense que, on l'a dit, l'union fait la force. Mais comment, à titre professionnel, on peut faire savoir, entraîner, multiplier ces actions qui peuvent être au départ individuelles ou liées à un tout petit groupe. Isabelle, finalement, je te pose la question, est-ce que le contexte social de l'entreprise concernée joue quand même sur l'enjeu de cette démarche? Parce que voilà, il peut y avoir un climat social serein ou pas. Il y a peut-être des moments dans l'entreprise où justement, c'est pas le moment de parler de ça. Après, clairement, il faut se dire que c'est pas parce qu'à l'heure actuelle, on a des problématiques écologiques que ça balaye toutes les autres problématiques qu'on avait en entreprise avant. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, très souvent, les personnes qui partent vont dire ça fait des années que je suis pas raccord d'un point de vue écologique, mais la goutte d'eau, c'est problème de management, problème de fusion, acquisition qui s'est mal passé, des choses comme ça. Et il y a très souvent cette goutte d'eau en plus qui provoque le départ des personnes, quoi. Donc après, comment passer de l'individu au collectif? Il y a vraiment un enjeu, je trouve, de faire son coming out écologique. C'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire que plein de fois, quand je viens faire des conférences en entreprise, les personnes vont me dire moi, je suis la seule personne qui est intéressée par ça, je suis vraiment seule dans mon boulot.
Puis après, il y a une deuxième personne qui vient me dire ça, puis une troisième personne, et j'en fais, en fait, vous êtes déjà 3. rien que là, vous êtes 3, vous êtes ceux qui sont venus, qui viennent me chercher après. Donc, il y a vraiment ce côté... le but, c'est qu'ils s'identifient entre eux, parce que des fois, on se sent un petit peu seul, on se dit, bon, on va encore passer pour le... C'est ça. Donc déjà, moi, vraiment, je pousse beaucoup les personnes à trouver leur père, des personnes avec les mêmes valeurs, sur qui elles vont pouvoir s'appuyer, ils vont pouvoir discuter ensemble. Et puis après, petit à petit, c'est des choses qui grandissent. Ça peut être par le biais du dispositif dont tu parlais, Chloé. Ça peut être par un groupe de travail. Je vois plein d'équipes qui apparaissent, les super green, les haricots verts, ce que vous voulez, avec des noms tout autant farfelus. Mais voilà, avec l'idée de se dire, si jamais vous êtes intéressé par ces sujets, il y a une cellule quelque part, il y a un groupe de travail entre midi et 2. Ça peut être soit lancé par la direction, soit ça peut être un groupe autonome qui va chercher la direction au bout d'un moment pour avoir plus de légitimité, de poids, de temps. Comme on disait, il y a ce vrai sujet aussi que la direction accorde du temps à ces personnes, c'est parce que sinon ça ne dure pas dans la durée. Et tout l'enjeu de ça, c'est vraiment de travailler dans la durée. Puisqu'en fait, souvent les personnes sont tout feu tout flamme au début et se disent voilà, le changement c'est il faut que ça soit explosif, il faut que ça soit maintenant. Mais en fait, le changement, la transition, c'est un marathon. Il faut vraiment avoir cette image c'est un marathon qu'on va courir à l'allure d'un sprint si on veut. Mais si on tient pas dans le temps, ça va continuer la liste des projets qui finissent dans le tiroir, quoi, d'une certaine manière. Qui n'atteindront pas l'arrivée. Et en tant que personne externe, toutes les personnes qui ont travaillé à accompagner des structures, il y a vraiment cet enjeu de se dire comment on fait pour que ça dure, pour que les personnes aient cette résilience, parce qu'il y a cet effet de... Il faut se dire, quand vous allez essayer de mettre en place des choses en entreprise, vous allez essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça ne va pas marcher. Peut-être la 5e, ça marche, peut-être c'est la 6e, et il faut que vous soyez resté jusque-là, d'une certaine manière. Il faut tenir. Mais encore une fois, voilà, c'est important, c'est qu'il ne faut pas se sentir seul ou rester seul. Se rendre compte que finalement, il y a peut-être d'autres personnes qui pensent pareil ou qui auraient les mêmes motivations. Parce que j'imagine pour beaucoup d'entreprises ou de personnes tout simplement, encore malheureusement, tu le disais aussi un petit peu Chloé, tout ce qui concerne l'écologie, l'ingénierie sociale, solidaire, pour certains ça fait, sans tomber dans les clichés, mais ça fait partie d'un monde de hippies, complètement déconnecté des réalités économiques. Et justement, est-ce que c'est un mot, le côté économie au sens rentabilité d'une entreprise, puisqu'on parle là du milieu de l'entreprise, alors que le message derrière cette volonté de changement et de transition, il peut être aussi de démontrer que c'est une vraie stratégie d'entreprise dans laquelle on peut parler de rentabilité si on prend ce type de démarche. Parce que pour un employeur, même s'il est d'accord, il va peut-être aussi se poser la question, mais c'est quoi la rentabilité? Alors certes, il peut faire des économies d'énergie sur son bâtiment, mais est-ce que ça peut jouer aussi sur la qualité de travail de ses salariés, sur je pense qu'il y a vraiment les deux dimensions. C'est là que tout se joue. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'il y a les deux dimensions. Alors, moi, sur mon sujet, c'est facile parce qu'effectivement, on est quand même sur l'énergie et l'eau. Donc, en plus, l'employeur, il a des factures directes liées à cette thématique. Donc, quand même, avec en plus la situation qu'on a connue cette année-là, avec toutes les augmentations qu'il y a eu, c'est quand même un argument. Malgré tout, ils ont l'habitude de payer leurs factures d'énergie. Donc, ça demande quand même une certaine volonté de se lancer dans cette démarche-là, où on va prendre les économies d'énergie par le biais aussi de l'usage, la mobilisation des salariés, etc. Ça montre déjà une entreprise ou une collectivité qui est assez avancée dans sa réflexion sur le sujet, ça c'est sûr. Mais après, il y a d'autres atouts qui sont très forts. Alors, rentabilité, oui, mais c'est aussi comment... parce que quand même, le plaisir à être ensemble, ça ressort souvent dans les grands atouts. À la fin d'un accompagnement, ils ont pris plaisir à travailler ensemble. Il y a des sites où on a des équipes, c'est des personnes qui n'ont jamais fait de réunion ensemble, qui n'ont pas l'habitude d'être sur un même projet au même moment. On peut avoir des niveaux de poste très différents. Donc ça leur permet aussi de découvrir ce que c'est que de travailler à plusieurs en mode projet. Tu vois des exemples justement d'actions concrètes mises en place dans les entreprises, on peut les citer par des groupes de salariés qui ont bossé sur Bureau Énergie Positive. Oui, alors après... Type de mesures, ça va de la sensibilisation à la revue de certains équipements. Alors, il y a plein de choses. Déjà, quand ils démarrent, on leur fournit un kit avec du matériel de mesure, notamment. Et donc, il y a aussi l'idée de prendre connaissance de qu'est-ce qu'on consomme pour ensuite cibler les actions. Et de se dire, dans une bibliothèque, par exemple, en faisant des mesures de consommation, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un appareil, par exemple, pour recharger des tablettes, parce qu'ils avaient un certain nombre de tablettes, finalement... à disposition du public, et cet appareil, ce chargeur, était assez consommateur.
Donc ça les a amenés à se dire ok, il faut qu'on cible surtout notre action sur cet appareil-là, mais souvent on a l'impression que décréter un éco-geste suffit. Or non, un éco-geste c'est comme toute action, derrière il faut savoir qui va le faire, quand, comment, avec quel budget, etc. Donc ça demande de décliner tout ça pour que ça devienne concret. L'idée de Bureau Énergie Positive, c'est qu'on arrive jusque-là, c'est pas simplement de faire une liste d'éco-gestes, parce que ça tout le monde en connaît des éco-gestes aujourd'hui, ça va, le sujet est quand même assez évoqué on va dire. Mais là, justement, ça leur a permis de se dire ok, ça veut dire qu'il faut qu'on achète une multiprise avec tant de mètres de longueur de câble, qu'on déplace l'armoire à cet endroit-là, qu'on mette une notice claire ici, qu'on en parle avec les 4 personnes qui gèrent ça. Donc des choses qui peuvent paraître simples, on se rend compte que oui, ça demande d'y réfléchir et de les mettre en place. Après, une fois que c'est fait, voilà, ça va rouler et les économies sont là. Mais on n'est pas trop de plusieurs pour arriver à le faire. Et sur les économies d'énergie, souvent, on partage des équipements, donc il faut bien se mettre d'accord à plusieurs. Et en fait, en entreprise, on ne prend jamais le temps d'évoquer ces sujets-là, quelque part. Donc, c'est l'occasion. Et justement, toutes les deux, quels conseils vous donneriez, on en a un petit peu parlé, sur le... Enfin, c'est le cœur de la question et de l'émission. Est-ce qu'à un moment donné, il ne vaut pas mieux quitter son entreprise si on est épuisé ? Quels conseils on peut donner à des salariés qui ne sont pas encore vraiment épuisés, mais qui peuvent être découragés au départ, quand ils se posent un petit peu la question, qui voient l'ampleur des actions qu'il faudrait mettre en place, mais qui se sentent découragés, impuissants face aux obstacles qui s'annoncent ou qu'ils rencontrent, et en plus qui n'ont pas forcément une position très influente dans l'organigramme. Est-ce qu'il existe des exemples un peu inspirants, justement, qu'on pourrait citer pour... ces personnes-là qui écouteraient l'émission et qui diraient bon, je suis un peu entre les deux, j'ai envie d'agir, mais ça me paraît insurmontable au début, alors je vais faire un petit peu, je vais attendre, mais le risque, c'est d'être un peu blasé et puis de se lever tous les matins en se disant je trouve plus trop de sens à ce que je fais. Alors, c'est totalement possible de gagner en influence. Ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, je n'ai pas d'exemple de personne qui n'était pas influente et qui a réussi à mettre en place quelque chose dans l'entreprise. Donc, toute la question, c'est plus... Si on veut rester, comment est-ce que je gagne en influence ? Comment est-ce que petit à petit je fais ça ? Et on a par exemple, nous, dans la première promo de l'Institut de Transition, une personne qui travaillait en milieu hôtelier et qui était assistante de direction. Donc concrètement, c'était pas ses sujets de réfléchir aux questions écologiques, avec honnêtement un boss qui écoutait peut-être pas totalement ce qu'elle disait, même dans tous les cas. Donc une position honnêtement pas forcément influente. Mais quelqu'un qui connaît bien la maison, qui, voilà, si elle se met une petite stratégie ou quoi, ça pouvait l'aider. Et en fait, l'idée avec elle de faire l'Institut Transition, c'était de se dire comment je gagne en légitimité, comment je gagne en termes de savoir sur c'est quoi les enjeux environnementaux qu'il y a autour du milieu hôtelier, quelles sont des initiatives dont je peux m'inspirer ou avec qui je peux créer des partenariats peut-être. Et donc, ça a été vraiment intéressant de l'avoir évolué, puisque suite à l'Institut, pour être honnête, tout de suite, elle n'a pas eu des responsabilités écologiques au sein de sa boîte, mais elle s'est battue et petit à petit, elle a réussi à ce que son poste soit plus orienté autour de étiqueté RSE en tout cas, qu'elle puisse monter un groupe de travail, qu'elle puisse avoir des heures dédiées. Il travaille maintenant à labelliser ce groupe hôtelier avec des labels verts. Il y a vraiment eu ce côté de se dire, oui, c'est un travail de longue haleine, mais j'ai adoré la dernière fois qu'on a discuté, elle disait, mais en fait, il ne faut pas oublier que quand ça marche, c'est quand même super. Quand on voit des choses évoluer, c'est quand même très gratifiant, même si plein de fois, il y a plein de choses qui... C'est challengeant, il y a des profils profils justement qui aiment bien un peu relever des défis, et ça peut être l'occasion justement. Voilà, ça veut dire que bien sûr, il y a des cas où il y a des choses qui évoluent, que ça amène. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a souvent moi je mets 2 niveaux d'ambition, en tout cas 2 catégories de gestes. Il y a tout ce qui va être un petit peu, on va améliorer notre lieu de travail, les éco-gestes dont tu parlais, Chloé, mais ça peut être de plus ou moins grande ampleur, ça va de la corbeille à papier à vraiment réfléchir en fond en comble le lieu de travail. Et là où ça frictionne, en général, c'est vraiment quand on va toucher le cœur de métier. Quand on va aller sur des sujets de, quels sont les produits qu'on développe, est-ce qu'on cherche absolument une croissance toujours au maximum ? Ça, c'est les questions qui grattent le plus, on va dire. Et c'est là où vraiment il y a des incompatibilités. Souvent sur les éco-gestes, n'importe quel employeur, si les personnes viennent à vélo, réduisent la facture, font des choses plus écologiques, très souvent ça va dans le bon sens des économies de salariés en meilleure forme, etc.
C'est l'autre qui est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Mais alors là, on parle en se mettant dans la peau des salariés qui souhaitent faire bouger leur entreprise, mais à l'inverse, j'imagine que ça arrive aussi, ça peut être à l'initiative de l'entreprise, du patron, qui souhaite provoquer des déclics écologiques et accompagner au changement ses salariés, ça arrive. Tout à fait. Ça justement, tu disais, Isabelle, quand on touche vraiment au cœur de métier, est-ce que si un patron, un employeur veut changer vraiment tous les process, etc., parce que lui, il est alerté là-dessus, enfin, il est beaucoup plus sensible, il voit aussi le côté rentabilité, perspective à court, moyen, court ou long terme. Est-ce que c'est facile pour lui d'enclencher dans cette démarche des salariés qui finalement se contentaient de leur boulot, en disant non, c'est ça que je veux faire, j'ai pas envie de tout verdir. Ça arrive aussi que ça soit dans ce sens-là. Est-ce que c'est aussi difficile pour un employeur que pour un salarié? Il y a plusieurs difficultés. Il y a l'aspect de... Que tu l'as bien formulé, c'est qu'il y a des salariés qui vont dire mais en fait moi je suis pas là pour ça à la base. C'est-à-dire moi je vois beaucoup dans les secteurs de technologie, par exemple les personnes qui sont dans l'aviation, c'est des passionnés. Tous ceux qui sont dans l'espace, l'aviation, ce type de secteur, c'est des personnes passionnées. Oui, quand on leur dit vous faut allez réduire faire des électriques plutôt que des avions, ils vont peut-être pas. Et encore même juste leur dire en fait une des solutions c'est vraiment qu'on réduise fortement notre activité et qu'on n'aille pas sur de nouveaux challenges forcément techniques. C'est compliqué parce que des personnes ne sont pas là pour ça. Et toujours par exemple si on prend l'exemple de l'aviation, une des meilleures choses que ce secteur peut faire, c'est réduire tout simplement sa taille. Mais ce qui veut dire aussi, par exemple, virer énormément de personnes. Ou en tout cas, réduire au bout d'un moment les équipes humaines. Dans le contexte, qui sont aussi des décisions. Des enjeux qui dépassent l'écologie, quoi, finalement. Qui sont clairement des décisions pas faciles. Enfin, moi, de l'extérieur, c'est facile de leur dire ça serait intéressant de réduire un petit peu la croissance. À côté de ça, c'est pas moi qui va virer des centaines de personnes, par exemple. Et donc, ça, c'est les difficultés que certains dirigeants, décideurs vont avoir. Et en tout cas, il y a vraiment, je pense, les dirigeants, les dirigeantes, c'est des citoyens comme n'importe qui. Aussi, c'est des citoyens qui sont souvent quand même assez informés, qui se tiennent, qui font de la veille. Bon, il y a énormément de dirigeants là qui sont un petit peu en PLS sur leur bureau, qui se disent mais comment je vais faire pour maintenir une boîte et suite maintenir à des claques écologiques tout en prenant en virage la transition. Oui, on en voit là par exemple, ça, on revient aux besoins dont on parlait au début. C'est vrai que si le produit phare d'une entreprise ne devient plus un besoin, il n'a plus de clients, parce qu'il y a aussi un changement chez les clients. Mieux vaut anticiper et rediriger c'est ça, donc on est dans sa production. On a par exemple ceux qui font la chartreuse, qui ont décidé de plafonner leur production, production annuelle. Des grands choix comme ça qui se font. Et après, il y a quelque chose d'assez enthousiasmant, je trouve, ces derniers temps, avec les conventions des entreprises pour le climat. Où, l'approche des conventions des entreprises pour le climat, c'est vraiment de parler aux dirigeants, aux décideurs, de les amener dans un programme un petit peu pour faire des réalisations écologiques. Et le retour des participants, c'est vraiment des gros déclics. Des grosses claques. Alors, maintenant, à voir ce que ça va amener dans leurs entreprises. Mais voilà, il y a quand même des dirigeants qui oublient, il ne faut pas non plus... Autant il ne faut pas un cynisme des salariés envers... parce que finalement, on touche à ce qu'on appelle la fameuse culture d'entreprise. Il y a des gens qui souhaitent à tout prix intégrer tel type d'entreprise, parce que c'est aussi connu pour la culture d'entreprise. Donc si c'est pour au bout de quelques temps qu'on leur dit on va changer la culture, on rentre finalement dans ce sujet. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi, je pense que nous, on travaille beaucoup avec les communes, les collectivités, les bailleurs sociaux qui sont un peu en avant sur ces sujets-là et qui justement portent une vision et des envies d'améliorer leur impact. Et donc du coup, ça aide à impulser quand même ces démarches-là. Et l'idée, c'est souvent justement après de se dire, ok, on veut structurer des équipes de salariés et qui soient impliqués et qui portent aussi ces démarches-là. Donc ça permet aussi, dans ce sens-là, Et en même temps, la première raison pour laquelle les salariés participent aux équipes Bureau Énergie Positive, ça reste l'envie de mettre en cohérence leurs valeurs pro et leurs valeurs perso. Donc on retrouve toujours cet enjeu-là. Et pour eux, c'est une façon de quand même améliorer en tout cas le sens aussi qu'ils peuvent retrouver dans leur travail. Alors, par contre, j'imagine que pour faire comprendre le sens et les impacts bénéfiques d'actions écologiques, solidaires, les salariés engagés ou qui souhaitent s'engager, ils peuvent être confrontés à la nécessité ils peuvent se trouver confrontés à un manque de compétences ou d'informations. Et justement, est-ce que certains souhaitent se former, acquérir des compétences, des méthodes adaptées à leur réalité aussi, parce que chaque entreprise est différente, à leur environnement. On parlait de l'aviation, il y a peut-être des moyens de faire bouger sans forcément tout arrêter. Comment un salarié lambda
peut être accompagné ou être coaché. Alors voilà, au sein de l'Institut Transition, de la Clavette, de la LEC, il y a des dispositifs qui se mettent en place. Il y en a d'autres, c'est facile d'avoir un accès comme ça, de se renseigner. Ce qu'il faut se dire, genre, je veux me former, voilà, parce que j'ai envie de faire bouger, je vois vers quoi il faut aller. Par contre, là, il me manque des billes techniques ou sur le climat, etc. Qui peut me les donner? Ce qui est dur en général sur la connaissance, c'est il y a une vraie notion d'escalier sur de la connaissance. Ça veut dire qu'au début, on va ouvrir les yeux, on va se rendre compte d'une problématique, on va commencer à creuser, puis on se rend compte qu'il y a plein de problématiques, on se rend compte qu'elles sont liées les unes aux autres, etc. Et donc souvent, ce qui est dur dans une entreprise, un groupe ou quoi que ce soit, c'est comment on fait pour donner des niveaux de savoir, comment amener la personne à la marche du dessus, sachant que les personnes ne sont pas sur le même endroit dans l'escalier. Donc déjà, il y a ça. Alors, souvent, dans les premiers pas, il y a quand même des formats qui marchent de plus en plus, type les fresques du climat. Je vois ça vraiment se multiplier et les personnes aiment bien. C'est un premier pas. Et derrière, à chaque fois, ça va trier chaque marche. Il y a des personnes qui vont être contentes sur cette marche. Elles viendront faire la prochaine marche 1 an, 2 ans plus tard. Nous, à l'Institut, on a vraiment les personnes qui arrivent plus à avancer d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ils ont bouffé tous les podcasts, vidéos qu'ils ont trouvés sur le sujet. Et là, ils se disent, bon, ben voilà, j'aimerais aller plus loin, mais je sens que j'ai besoin d'être accompagné. Accompagné, formé. Donc, ouais, voilà, formé. Nous, on a fait un mélange, en fait, de briques où on a des cours. Donc là, format plus classique, une personne assise qui écoute une personne, un professeur ou une professeure parler de son sujet. Et après, nous, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est ce qu'on appelle le mémoire et l'accompagnement, c'est-à-dire les personnes vont définir elles-mêmes c'est quoi le sujet qui va leur parler. Et en fait, c'est impossible de connaître tous les sujets de la transition et d'être pertinent dans tous les sujets de la transition. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même faire des choix et se dire c'est quoi le sujet qui vous intéresse, que vous avez envie de creuser. Et à partir de là, faut se mettre en action. C'est-à-dire qu'il faut aller rencontrer des personnes, il faut aller lire sur le sujet, il faut essayer de faire... nous, on propose des missions, par exemple, c'est-à-dire le fait de travailler un petit peu avec une association, une entreprise qui va être sur des sujets. Vous êtes sur le vélo, voilà, qui sont les acteurs qui travaillent sur le vélo à Lyon. Comment vous pouvez leur donner un coup de main, un coup de pouce avec vos compétences. Et là, un sujet très important qu'on dit, c'est vraiment passer à l'action. C'est-à-dire, c'est ça que j'aime bien avec le dispositif, quand tu parlais d'un peu toutes les petites tâches qu'ils ont à faire, c'est que au bout d'un moment, l'écologie, là, on en parle beaucoup, on lit beaucoup dessus, on écoute beaucoup de choses, mais la meilleure chose à faire, souvent, c'est de se mettre en action. À la fois, nous, ça nous motive, ça fait sortir de l'éco-anxiété s'il y a des personnes qui écoutent, qui sont un peu sujettes à ça. Et c'est aussi ce qui permet de fédérer assez facilement. Et quand on parle de renfort de compétences, etc., on peut aborder le mot formation. Est-ce qu'on peut faire exercer son droit à la formation justement pour ce type de sujet, si tant est que le responsable accepte, mais quand on amène souvent les personnes sont pas les personnes et les structures d'ailleurs sont pas forcément au courant des budgets formation qu'ils peuvent avoir. Ouais, c'est ça. À titre individuel, bien sûr, il y a le CPF, mais vous pouvez aussi très bien voir au niveau des OPCO et voir comment votre structure peut vous financer une formation. Nous, par exemple, on fait beaucoup d'échanges avec les associations, surtout qui sont souvent un peu plus débutantes sur les sujets RH. Et on explique aux associations qu'elles peuvent mobiliser des budgets formation pour former leurs personnes. Nous, on fait des formations, par exemple, sur comment amener à agir, comment gérer le bénévolat, des choses comme ça. En fait, souvent, ils peuvent mobiliser leur budget, ça leur coûte rien à la fin, mais on est obligé d'expliquer tout ça. Donc souvent, creusez, si vous êtes en entreprise, parlez-en à vos RH. Au bout d'un moment, les RH servent aussi à ça. Donc parlez-en à vos RH pour connaître c'est quoi les possibilités, les dispositifs qui existent. Et sur le territoire, on a vraiment pas mal d'organismes, que ce soit Transition Auvergne-Rhône-Alpes, des choses comme ça, qui peuvent aider à identifier des formations au passé. adaptées. Et nous, dans le cadre de Bureau Énergie Positive, quelque part, ça inclut un volet un peu de formation des occupants sur 2 sujets. C'est-à-dire qu'il y a l'enjeu
déjà de former sur les questions d'énergie. Qu'est-ce qui consomme de l'énergie en fait dans un local? Qu'est-ce qu'un kilowattheure? Enfin, on en est toujours là. Hein. Enfin, je veux dire, on parle d'énergie, de climat, mais oui, ça fait du bien, des fois, déjà comprendre ce qu'est un basique, kilowattheure, ouais. quels sont les objets qui consomment, la différence entre puissance et consommation. Déjà ça, c'est quand même un premier niveau de formation. Ensuite, par rapport au site spécifiquement, quels sont les enjeux de consommation sur mon site? Donc nous, on fait un audit et on présente un peu la synthèse de ça pour que ce soit clair pour eux déjà d'arriver à comprendre le bâtiment dans lequel ils sont et les systèmes qu'ils ont, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et l'autre sujet, c'est cet enjeu de mobiliser les collègues. Donc on fait aussi une sorte d'introduction quelque part aux dynamiques de changement de comportement pour aussi comprendre quelque part parce que souvent on a des personnes intéressées par ces sujets et il faut aussi arriver à comprendre que ce qui est évident pour nous ne l'est pas encore pour nos collègues et que du coup en fait on ne peut pas changer nos collègues. On peut leur donner envie, leur donner la capacité d'eux, leur montrer qu'ils ont la capacité d'eux, mais on ne pourra pas les changer. Donc il faut arriver à actionner les bons leviers pour embarquer avec nous les collègues. Donc là aussi c'est important de transmettre un petit peu des notions de base parce que sans ça on a du mal à diffuser les actions. Ce qui est intéressant aussi, j'imagine, quand on argumente pour faire bouger un petit peu son employeur, il faut aussi avoir des billes peut-être techniques ou pouvoir en amont mesurer finalement l'impact de ces changements, aussi bien d'un point de vue image, notoriété, budget, rentabilité, ou à l'inverse, parce que là on parle de l'entreprise et des salariés, mais il arrive des cas où tout semble aller pour le mieux. Hein, dans le meilleur des mondes, on travaille pour un organisme qui communique sur ses valeurs écologiques, responsables, solidaires. Bon, c'est bien, mais en tant que collaborateur, c'est pas forcément évident d'obtenir une transparence totale sur ce qui est mis en œuvre par son employeur. Donc je parlais justement de cette évaluation d'impact. Et tout ça pour dire aussi que il me semble quand même que la communication qu'on appelle corporate aujourd'hui, celle qui vise à mettre en valeur son entreprise, a un rôle aussi essentiel pour convaincre aussi bien les clients que les salariés à continuer de travailler pour sa boîte. Voilà, c'est assez récent, mais les boîtes se dotent de raison d'être, d'engagement RSE, de rapport développement durable. C'est assez récent, hein, finalement, toutes ces démarches, on en voit partout. Et ces dernières années, j'ai cru comprendre que le nombre de... Enfin, on peut tous le voir, le nombre de pubs sur le thème de l'engagement sociétal et environnemental des entreprises, il s'est multiplié. Hein. Tout le monde est vert, presque. Alors c'est une évolution vertueuse certes, mais qui peut être à double tranchant si l'on en reste à des effets d'annonce. Et j'ai lu un rapport, il y a le greenwashing, représente aujourd'hui apparemment 73% des plaintes auprès de l'autorité de régulation professionnelle de la pub, visant justement les publicités, c'est énorme. Et donc les Français sont encore méfiants. Voilà, on fait des trucs bien et puis on vous donne la totale transparence et vous pouvez mesurer l'impact de nos actions. Donc est-ce qu'il y a aussi un enjeu pour les salariés motivés ou l'employeur, au travers son engagement, de démontrer la véracité et l'utilité des actions qu'il propose? Il faut des preuves, quoi. C'est facile ça à voir? Ou est-ce que parfois... peut-être certains patrons vont dire ok, c'est bien, comme ça crée une dynamique, et en même temps ça nous fait du bien au passage, et puis ça change pas grand chose au final, quoi. Il n'y a pas un risque parfois? Alors, justement si on n'a pas cette mesure d'impact concrète? Plusieurs aspects. Déjà sur le greenwashing, c'est intéressant d'avoir quelques clés pour déceler qu'est-ce qui est du greenwashing ou pas. Il y a un guide de l'ADEME qui a été fait, qui est très bien fait, très ludique je trouve. Si vous tapez greenwashing ADEME, vous tombez assez rapidement dessus. Mais voilà, par exemple, on est le produit le plus écolo, green, sans justification, quoi que ce soit. Bon, déjà, ça, c'est des choses qui sentent pas bon. Donc, il faut un petit peu affiner son radar pour identifier ce genre de choses, que ce soit en communication externe ou en communication interne. Hein. Des fois, il y a énormément de communication interne sur ça. Donc, il y a déjà ce premier truc de se dire, comment est-ce qu'on peut essayer d'être un peu plus au fait sur ces sujets. Et après, l'autre aspect dont je me rends compte aussi, c'est que des fois, il y a énormément d'entreprises qui communiquent sur leur démarche green avec une vraie conviction. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent vraiment avoir fait de super choses. Je sais pas, avoir changé un matériau, utiliser un matériau recyclé, et pour eux, c'est un produit green. On est bien, on est écolo, etc. Et c'est très souvent plus un manque d'ambition, on va dire. Ça veut dire que oui, c'est un peu mieux, mais c'est pas du tout suffisant, c'est pas du tout l'ampleur. Donc il y a vraiment ce sujet de dire où est-ce qu'on met notre ambition, qu'est-ce qu'il en est.
Et après, pour moi, un des signes, je trouve, qui permet le plus d'avoir confiance, c'est quand j'entends, bah là, pour l'instant, on fait ça, mais on n'est pas parfait, il manque ça, il y a sur ça où on galère. Et j'aime beaucoup les marques type Fairphone qui vont dire, ben voilà, on a tant de matériaux qu'on arrive à sourcer de manière équitable, sociale, et il nous reste encore du travail à faire. Parce que quelconque projet, produit, entreprise qui me dit on a réussi à faire un produit 100% green, c'est impossible. Donc du coup, j'ai l'impression que ils tendent vers le vert, ils sont pas vert clair tout de suite, ils sont déjà vert foncé. Et donc il y a tout un enjeu de communication un peu transparente pour dire bah en fait on est tous dans le même bateau. Donc on est allé jusque là, on a essayé de faire au mieux, on est en train de travailler sur d'autres sujets. S'il y a d'autres marques qui font aussi bien, peut-être plus, intéressant. Après il y a aussi le côté ensemble. Un peu enfin il y a le fait que c'est un domaine qui peut être assez complexe, aussi bien pour le client qui va recevoir une info, et chez certains ça suffit, ils rentrent dedans sans essayer de creuser, et aussi bien pour l'employeur, parce que j'imagine qu'il y a des structures qui se sentent démunies face à, justement, quand on veut montrer l'impact de ces mesures, derrière il y a aussi un lien stratégique, ça peut être des entreprises qu'on a des actionnaires, des financeurs, on a des comptes à rendre, faut valoriser le travail des équipes, donc certaines peuvent se sentir démunies face à un exercice qui peut être perçu comme technique, chronophage, coûteux, d'autant plus complexe qu'il n'y a pas forcément de méthode et d'outils uniques et pratiques, ou alors ils n'ont pas les moyens humains en interne justement pour prendre cette partie-là en main, c'est-à-dire la financer et s'en servir aussi bien d'un point de vue comme corporate que rentabilité, etc. De l'autre côté, moi je vois une autre difficulté qui est, en fait, nous on fait des actions concrètes, qui ont des impacts concrets et qui sont multiples, et c'est aussi finalement difficile à valoriser dans leur globalité. À la fois pour nous, mais à la fois pour ceux qui participent, les entreprises qui participent. Calculer les kilowattheures, c'est plus facile à dire qu'à réaliser, parce que il faudrait-il encore que le site soit exactement dans les mêmes configurations d'une année sur l'autre, que vous n'ayez pas changé d'effectif, qu'il n'y ait pas eu de Covid, pas trop de télétravail, tout ça. Bon, ça déjà, c'est un peu difficile pour les années qu'on vient de passer. Mais mettons qu'on arrive à mettre ça de côté. Bon, ok, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu que Bureau Énergie Positive, il y a eu d'autres démarches, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas un problème, ça va tout dans la même direction. Mais c'est pas toujours évident de valoriser aussi tous les à côté, justement, d'avoir créé une dynamique d'équipe et tout ce que ça peut créer aussi dans la sphère personnelle, parce qu'il y en a beaucoup qui ressortent en disant moi, ce qu'on n'a pas pu mettre en place là, en fait, ça m'a pas empêché de le faire chez moi, parce que j'ai mieux compris comment fonctionnaient les choses autour de l'énergie. Donc, il y a plein de co-bénéfices de toutes ces actions-là qui sont sur l'accompagnement au changement. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore tous les mettre suffisamment en valeur, je pense, et on sous-estime parfois leur impact, justement, parce qu'on croit que le bénéfice, c'est des kilowattheures économisés. Mais voilà, c'est un des bénéfices, mais il y a plein d'autres co-bénéfices à lancer ces démarches-là d'accompagnement au changement. Oui, quelque part, c'est un effet boule de neige. Parce que aussi bien ça met en action, comme on disait. Groupe, la petite équipe de motivés qui arrive à convaincre son employeur, ça fait des bénéfices quelque part pour son employeur, sur tous les sujets qu'on a évoqués. Et inversement, l'employeur qui impulse une démarche ou des changements un peu plus green, ça peut aussi interpeller le salarié dans sa vie perso. On dit, voilà, on fait ça dans ma boîte, finalement, ça se passe bien, je vais le faire chez moi. C'est un peu le travers, c'est que dans la communication, quelque part, quand c'est un message trop simple, c'est trop simple, mais on ne sait pas communiquer un bilan complet finalement. On veut toujours pouvoir dire c'est 100% X, c'est moins de tant de pourcents de ça, et c'est ça le bilan. Mais en fait, un bilan, c'est plein de choses, et donc du coup, on n'a pas toujours le temps et l'espace, quelque part, de valoriser aussi. Et avec aussi, je trouve, de ce que tu dis, il y a aussi ce côté du chiffre, qui est vraiment un problème, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on cherche énormément à tout chiffrer, à tout quantifier, et donc à la fois il y a des choses qu'on ne peut pas quantifier, et puis après les chiffres, par exemple moi quand je fais mes cours sur l'analyse des cycles de vie, je fais souvent la comparaison avec le sondage, de dire en fait c'est un peu comme les sondages, en fonction de comment vous posez les questions, en fonction de ce que vous voulez en dire. Vous pouvez très bien bouger trouver des chiffres, vos impacts. Voilà, c'est ça. Vous pouvez. C'est vrai qu'on est dans un sans que ça soit fabriqué, mais vous pouvez très bien. De chiffres et de ratios, ça double tranchant, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en servent en disant ok, on va faire ça, mais finalement, si je le rapporte à l'échelle des 8 milliards d'humains, ça fait un ratio minime, donc finalement, est-ce que j'ai envie de me fouler pour ça ? C'est le risque de. C'est vraiment le piège, je trouve, de l'écologie, c'est d'essayer de répondre à nos problématiques écologiques avec tous les modes de pensée classiques qu'on a fait pour résoudre un problème compliqué. C'est-à-dire,
on prend ce gros problème compliqué, on fait des petits problèmes et on met des chiffres pour essayer de voir que ça va dans le bon sens. Et je le sais, enfin, je pense que je suis le métier qui est formé à ça. L'ingénieur, c'est vraiment ça, c'est avoir un tableau de bord et essayer de piloter tout ça. Mais on n'est pas du tout à l'aise quand on parle de qualitatif, de est-ce qu'on a l'impression que ça fait bouger les mentalités. Vous demandez ça à des ingénieurs, est-ce que vous pensez que ça fait bouger les mentalités, la démarche mise en place? On n'est pas du tout armé sur des choses comme ça, et on ne sait pas quoi montrer dans nos rapports, dans les résultats, dans des choses comme ça. Et donc là, c'est vraiment aussi la question de dire, ben oui, pour l'évaluation d'impact, mais comment est-ce qu'on fait cette évaluation? Il y a besoin de l'appui des sciences humaines, justement, de ne pas être que sur ce volet-là. Et c'est là où c'est un peu, ça rejoint un peu les deux aspects qu'on disait, de se dire, ben, est-ce que l'écologie est sociale? L'écologie est une opportunité aussi pour ouvrir à des sujets qui sont plus proches de sciences humaines, qui sont plus proches de se dire, ben, peut-être que des fois on va prendre quelque chose qui a une empreinte climat un peu plus importante, mais qui va avoir des aspects sociaux, que ça soit au sein de l'entreprise intéressant ou que ça soit sur d'autres territoires aussi. Une question, je vais dire un peu perso, mais pas que, un peu pro, c'est pas piège du tout. C'est que finalement vous travaillez toutes les deux dans des structures porteuses de valeurs écologiques, solidaires, que vous défendez, je suppose. Est-ce que vous en êtes pleinement satisfaite? Vous pensez, vous aussi, pouvoir agir encore un petit peu et faire bouger votre structure? En fait, quand on travaille dans le sujet de la transition, ce qui est toujours intéressant et à la fois un petit peu fatigant, c'est que c'est un sujet qui est toujours en évolution. On apprend de nouvelles choses à chaque fois, les contextes changent, les crises sont différentes aussi. Donc du coup, ça amène toujours à se renouveler, à se dire, est-ce que là, on a l'impression d'aller dans le bon sens, à se dire, est-ce que là, on est encore utile? Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de se dire, c'est très ok de lancer une initiative, un projet, et de l'arrêter quand il fait plus sens. On a toujours peur de se dire, on pensait la fin de son projet, de sa structure, c'est un échec. Pas du tout. Enfin, c'est ce que disait Coluche pour les Restos du Cœur, c'est de se dire, mon objectif, c'est que les Restos du Cœur, à un moment, ils n'existent plus. Ça veut dire qu'on n'aura plus de personnes qui auront faim dans la rue, quoi. Quelque part, il faut se dire, finalement, j'aimerais bien que très rapidement, mon métier n'ait plus lieu d'être. Beaucoup de sujets de la transition, ça porte bien son nom, sont faits pour transitionner. Oui, le but, c'est qu'au bout d'un moment, son projet n'ait plus de raison d'être, que les personnes, par défaut, soient dans des bâtiments qui soient plus respectueux et qu'on n'ait pas besoin de faire tout un travail sobre et conscient de leur impact et de... Mais bien sûr, travailler dans une structure de la transition, ça ne nous enlève pas d'être nous-mêmes, avoir des tas de marges de progression sur plein de sujets et avoir besoin de travailler collectivement sur ces sujets. Et ça, on le voit tous les jours. Après, nous, on a beaucoup de chance à la LEC parce c'est bien d'en avoir toujours une, c'est un peu comme l'escalier, quoi. Oui. On va pas monter les marches 4 par 4. Si déjà on en monte une. Exactement. Et puis, on a toujours des sujets en fonction de l'actualité, aussi dans une structure. Et après, ça demande toujours de s'investir. Nous, on a de la chance parce qu'on a de la place pour s'investir individuellement et on a pu faire évoluer des tas de choses et on continue de se mobiliser pour mettre en place de nouvelles actions. Il y a encore sûrement des tas de choses à faire qu'on n'a pas toujours le temps de faire, mais j'ai envie de dire, quand même, je trouve que ça a pas mal bougé. Pour être là depuis 13 ans, on voit bien aussi que sur l'interne et la façon d'organiser des événements, d'occuper des locaux, etc., il y a des tas de choses qui évoluent et plutôt positivement. Donc personnellement, j'ai de l'espoir et je trouve qu'effectivement, ce qui est important, c'est de justement laisser la place à ces initiatives-là parce qu'on a tout à y gagner. Pour avancer encore, oui, bien sûr. En tout cas, merci pour tous ces messages positifs et inspirants, en espérant que les personnes qui écoutent l'émission puissent trouver, affiner un peu la réponse à la question qui peuvent se poser sur leur choix de poursuivre, d'agir ou de quitter leur entreprise en lien avec ses valeurs, avec leurs valeurs personnelles en lien avec l'écologie. Donc on peut leur dire que c'est important de peser les avantages, les inconvénients de chaque option, j'imagine. La solution est pas la décision n'est pas facile à prendre, c'est toute une démarche. Et parlez-en surtout. Par rapport à ce que tu dis, si vous êtes dans cette situation qu'en interne vous voyez pas trop où on va en parler, parlez-en en fait. Ça peut être un bilan de compétences. Nous à l'Institut de Transition, on fait des rendez-vous. Ça veut dire que les personnes viennent nous expliquer leur situation. On voit si c'est une nouvelle voie ou si c'est autre chose et à faire. Et en fait, ne restez pas coincé seul avec ces questionnements.
C'est ça. Voyez qui peut vous aider à aiguiller, puisque souvent, le manque de perspective, ça peut être très paralysant. C'est ça, et puis c'est impactant aussi bien professionnellement que personnellement. Donc c'est quand même c'est la vie au quotidien de millions de personnes. Le boulot, la famille, quand on rentre. Voilà, si tout ça s'imbrique pas bien, ça vaut le coup de se poser ces questions-là, de réfléchir, prendre le temps avant de choisir quelle voie prendre. Chloé, si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais je crois qu'il y a plein de possibilités d'action, que ce soit en interne dans sa structure. Avant de désespérer, on peut tenter plusieurs choses. Et puis, si ça ne marche pas, effectivement, vers l'externe aussi, en termes de formation et de réorientation, il y a des tas de possibilités. Voilà, nous, on le voit bien aussi, qu'on a embauché aussi des personnes qui sortent des cursus Nouvelle Voie. Et donc, voilà. C'est important, je pense, de ne pas oublier qu'on a des compétences malgré tout et de s'appuyer sur ces compétences initiales parce qu'en fait, elles peuvent servir et on a besoin de tout ça. Pensez au recyclage de compétences. c'est vraiment le point intéressant. Nous, c'était un des constats de l'Institut, c'était de se dire, mais il y a tellement de structures de la transition qui bénéficieraient des compétences, de l'expérience de ces personnes qui sont dans des entreprises polluantes. Enfin, nous, notre but, c'est un peu Robin des Bois, quand on va chercher les bonnes ressources humaines auprès des grosses entreprises pour les donner à des structures de la transition qu'on considère vont un peu plus dans le bon sens. Mais vous dites pas que vous allez jeter toutes vos compétences. Au contraire, très souvent, vous retombez sur vos pattes, vous réutilisez des compétences. Et c'est aussi gratifiant pour vous de vous dire que vos compétences sont utiles dans les secteurs de la transition. Et ça permet, j'imagine, dans ces cas-là, de retrouver un peu de sens. D'être plus en raccord avec ses valeurs perso. Ce qu'on en souhaite à tout le monde, finalement. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Isabelle et Chloé, pour cet instant climat passé ensemble. C'était passionnant d'échanger avec vous et de partager vos retours d'expérience et vos points de vue sur la manière d'agir dans son travail, eu égard aux enjeux climatiques et aux valeurs écologiques. J'espère que vous avez passé aussi un bon moment. Oui, super. Merci à toi. Merci Stéphane. Merci. Pour l'instant, il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain Instant Climat et vous pouvez aussi écouter notre podcast La FAQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alec-lyon.org. En attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres sujets inspirants et de précieux conseils et témoignages. À bientôt!